Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, mon invité est Omar Amin, associé fondateur du cabinet Aux Finances qui accompagne les émetteurs. On en parlera tout à l'heure parce que ce cabinet vient de réaliser une étude sur la gouvernance et la pratique de la gouvernance chez les entreprises qui font appel public à l'épargne. C'est une étude qui est appelée à être renouvelée chaque année. Et donc, on va essayer de parler des conclusions de ce travail réalisé par Aux Finances. Omar Amin, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. De même. Alors, on vous connaît avec votre longue expérience sur le marché des capitaux marocains, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est très précise concernant la gouvernance des sociétés qui font appel public à l'épargne. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, en tout cas pour le moment, et qui est amené à se développer et à devenir un vrai sujet d'actualité au Maroc. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, cela m'amène à ma première question à Omar Amin. Pourquoi vous avez réalisé cette étude sur la gouvernance des entreprises et quelle est la méthodologie derrière? Alors effectivement, c'est une thématique qui est nouvelle, qui est récente, parce qu'il y a un cadre réglementaire, que ce soit au niveau de la SA, au niveau des circulaires de la MMC, qui est aujourd'hui récent, qui se met en place progressivement. L'idée de cette étude est venue tout d'abord de l'activité propre de Aux Finances. On accompagne des émetteurs faisant appel public à l'épargne, coté ou non coté, sur des thématiques de gouvernance, de conformité boursière, de communication financière et extra-financière. Et on a été tout le temps questionné sur une comparaison par rapport à des pratiques internationales. Donc on utilisait toutes les études qui sont publiées, mais les émetteurs voulaient aussi avoir un outil de comparaison locale par rapport à des sociétés de même secteur, des sociétés de taille identique. Donc on a créé cet outil déjà pour nos propres besoins. Les premiers rapports ESG, donc environnement, social, gouvernance, ont été publiés en plein démarrage de la pandémie, en mars-avril 2020, pour l'exercice 2019. Donc on a travaillé sur cet exercice et quand on a vu un peu la qualité des rapports publiés pour l'exercice 2020, donc en avril et mai 2021, donc on a décidé de publier ce document synthétique qui reprend un peu la publication d'à peu près 90 émetteurs. Donc il y a 90 émetteurs faisant un public à l'épargne, dont 70 sont cotés et 20 qui sont non cotés. Ça donne un taux de conformité assez intéressant par rapport à un premier bilan donc, de cette publication. Si on voulait schématiser un peu cette étude qui est très exhaustive, quels sont les principaux points qu'il faudrait retenir dedans? Alors, principaux points, si on relie un peu la note de synthèse qui est publiée, à peu près 13 constats. C'est des constats positifs et des constats, on va dire, de choses à améliorer. Globalement, l'étude montre que les pratiques de gouvernance se sont nettement améliorées au niveau de notre marché et la qualité de l'information publiée s'est aussi améliorée malgré ce contexte de pandémie qui est extrêmement difficile. C'est un cadre réglementaire qui aujourd'hui a 2 années d'existence et il faut dire que des émetteurs ont fait un effort considérable pour pouvoir se conformer aux exigences de la circulaire. Donc on a aujourd'hui des rapports ESG de très bonne facture, de qualité, qui n'ont rien à envier à ce qui se passe à l'international. On a complété le dispositif de nominations des administrateurs indépendants, la mise en place des comités d'audit. Aujourd'hui, on a des sites internet de sociétés cotées, qui, je le rappelle, est une obligation légale de qualité, permettant aux actionnaires d'avoir des informations. Mais il faut noter que c'est un processus qui va prendre du temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une affaire de AMC et d'émetteurs. C'est tout un écosystème qu'il faudrait développer. Il y a le rôle des commissaires aux comptes, le rôle des agences de communication financière, le rôle des conseillers financiers, le rôle des avocats et tous les spécialistes, des journalistes financiers qui devraient donc favoriser donc, l'émergence de cet écosystème donc, de gouvernance et de communication financière pour qu'on soit aux standards internationaux. Parce qu'à la fin, l'objectif recherché, c'est que les investisseurs étrangers, qu'ils investissent à Londres, à Paris ou à Istanbul ou autres, puissent trouver au niveau de notre place financière des indicateurs autres que les indicateurs financiers, parce qu'aujourd'hui on a des émetteurs qui publient en IFRS, on n'a pas de problème, mais les indicateurs extra-financiers pour pouvoir porter un jugement sur les sociétés sur lesquelles ils investissent, mais un jugement, on va dire, extra-financier. Si on devait retenir quelques points qui vous ont surpris, peut-être agréablement d'abord, quand vous avez réalisé cette étude. Alors,
Oui, il y a eu de bonnes surprises, il y a eu aussi quelques éléments négatifs, mais je commencerai par les éléments, on va dire, positifs. Je vais en citer quelques-uns. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, cette réactivité des émetteurs par rapport à ce dispositif. Donc là, les émetteurs ont fait preuve d'une maturité. Il y a des équipes qui sont mobilisées et on a eu le premier lot des rapports donc, en avril 2020, en pleine pandémie. Les émetteurs ont continué à communiquer tout au long de l'année, du trimestriel, du semestriel. Ils ont mis à jour leur comité, nommé les administrateurs indépendants. Donc ça, c'est un premier élément positif par rapport à cette première expérience. Deuxième élément positif, on va dire la surprise, c'est le pourcentage des femmes administratrices au niveau du conseil d'administration. Dans d'autres cieux, dans d'autres pays, en France, en Belgique ou autres, quand des réformes ont démarré sur la mise en place de quotas, d'une discrimination positive pour la parité, on a démarré sur des seuils très bas, 9%, 10%. Là, on est à 19% de part de femmes dans les conseils d'administration, à peu près 16% pour le MSCI 20, parce qu'il faut avoir des bases de comparaison. Et on a à peu près 25% de femmes dans le top management des entreprises donc de cette étude. Donc, ce qui est pour moi un excellent score de démarrage. Donc, je rappelle qu'il y a des amendements de la SA qui vont être en cours d'adoption, qui vont porter ce ratio à 30% à partir de la troisième année qui va suivre l'adoption. Donc, de 19 à 30%, ça donne un chiffre de 95 femmes administratrices à recruter. Je pense que c'est quelque chose qui est possible à réaliser. Pour troisième élément qui est positif, c'est la mise en place des comités d'audit avec un taux de conformité intéressant. C'est un comité qui est extrêmement important en termes de gouvernance. Et dernier élément, c'est tout ce qui est sensibilisation des émetteurs par rapport aux risques déontologiques et surtout les risques qui sont liés à l'information privilégiée et au délai d'initié. Et là, on a eu l'occasion au niveau de notre cabinet d'accompagner un certain nombre d'émetteurs dans la mise à jour de leur code déontologique, dans l'animation du dispositif déontologique. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour instaurer une confiance au niveau donc, du marché et rassurer un peu les investisseurs. Alors, est-ce qu'il y a du moins bien dans les pratiques de gouvernance des émetteurs? Oui, il y a du moins bien, il y a même quelques surprises. Je commencerai par quelques aspects de forme, parce qu'on a lu tous les rapports dans le détail. Premier aspect de forme, on a été un peu surpris, mon équipe et moi, de voir des émetteurs quand même d'une certaine taille, que ce soit en chiffre d'affaires, en impact économique et social. On a des rapports 2020 où il y a des passages qui sont des copies-collées de 2019. Je trouve que ce n'est pas sérieux, sincèrement. Il ne faut pas juste publier ce rapport pour se conformer à la circulaire AMMC. C'est un outil de communication extrêmement important pour toutes les parties prenantes, pour les salariés, pour les investisseurs, pour les actionnaires. Donc, il y a aussi quelques rapports ESG qui sont très faibles sur le plan fonds et forme. Deuxième élément, c'est les sujets qui sont liés à la RSE. Il y a un certain nombre d'émetteurs aussi de grande taille. On retrouve les sujets de RSE dans leur outil de communication. C'est un outil de communication à la mode, surtout après la COP22. Et quand on voit dans le détail du rapport ESG, les actions concrètes réalisées sont faibles, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de résultats. Donc on peut dire que le reporting ESG a mis à nu un certain nombre de pratiques d'utiliser la RSE en termes de techniques de communication. Et là, l'émetteur ne va pas créer de la RSE juste pour avoir un rapport ESG par rapport à la MMC. La RSE, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour une entreprise. Aujourd'hui, il ne suffit pas de créer de la richesse pour les actionnaires, il faut aussi en créer pour les autres parties prenantes. Et je pense que ce reporting ESG doit être pris en considération au niveau des conseils d'administration. Ce n'est plus une affaire que de responsables com ou de management. Il faut que les administrateurs puissent se pencher sur ce rapport qui fait partie du rapport financier annuel pour éviter qu'il y ait un impact en termes d'image et de crédibilité. Un autre point négatif, c'est la réticence par rapport à la publication de la rémunération des dirigeants. Donc c'est un sujet encore tabou, c'est un sujet un peu sensible. Il y a à peu près 44% des émetteurs qui ont communiqué sur ça. Donc c'est des choses qui vont prendre du temps par rapport à l'élément. Dernier point, et c'est ça un peu pour moi la grande surprise, c'est ce qu'on appelle le cumul des mandats ou le surcumul des mandats. C'est l'overboarding.
Alors, je rappelle juste que les amendements de la SA ont imposé au niveau du rapport de gestion la publication de la liste des mandats administrateurs. Et là, on a plus de 70% d'administrateurs en plus de 10 mandats sur des sociétés cotées ou non cotées. 5, 10, ce n'est pas grave, mais il y a des administrateurs qui ont 30, 40, 50 mandats d'administrateur. Donc je me pose la question, comment une personne physique peut aligner tout ça, peut gérer tout ça sur une année, 50 conseils d'administration. Je peux comprendre des groupes avec des filiales qu'ils contrôlent majoritairement, mais pour d'autres cas, sincèrement, je pense qu'il faut inclure dans les prochains amendements de la SA une disposition de limitation des mandats. En France, c'est 5, en prenant pas en considération bien sûr les filiales contrôlées. Nous, ce qu'on a essayé de faire au niveau des émetteurs qu'on a accompagnés, c'est vraiment d'inclure cette limitation dans les outils de gouvernance type règlement intérieur, parce que ça ne sert à rien de recruter par exemple un administrateur indépendant qui par ailleurs a 10 ou 15 mandats. Il ne va pas être efficace et productif au niveau du conseil. Très bien, sachant que ces chiffres vraiment donnent le tournis jusqu'à 50 mandats, c'est véritablement énorme. Omar Amin, est-ce que vous pensez aujourd'hui, de par votre expérience, votre contact avec les émetteurs et puis ce panorama que vous avez réalisé, que les émetteurs sont conscients de ces faiblesses que vous venez d'énumérer? Et puis un autre sujet un peu lié, c'est celui de la sanction. Beaucoup se demandent comment se font les sanctions lorsque les émetteurs ne répondent pas à ces exigences. Et déjà, est-ce qu'il y a des sanctions prévues? Écoutez, globalement, je pense que les émetteurs en sont conscients. On a aujourd'hui un tissu d'entreprises cotées ou APE de grand niveau. On a des dirigeants, hommes et femmes, qui sont de grande qualité, qui ont même exercé dans des sociétés cotées à l'international et qui sont réellement conscients des enjeux en termes de gouvernance. On a aussi beaucoup d'émetteurs où il y a dans le tour de table des investisseurs étrangers. Donc je pense que sur cela, il n'y a aucun doute. Il y a une prise de conscience et le niveau est extrêmement relevé chez un certain nombre d'émetteurs. Maintenant, il y a encore des émetteurs récalcitrants, on va dire paresseux, qui vont être sensibilisés et qui, de par la nature des choses, vont suivre un peu ce train, ce mouvement qui ne fait que démarrer. C'est un long chemin et je pense qu'il ne faut pas attendre que le boulot soit fait en totalité par la MMC. La MMC a fait ce qu'il fallait faire. Elle a mis en place une circulaire, elle a mis en place une annexe qui est très détaillée, elle a sensibilisé les émetteurs, il y a de la pédagogie. La sanction n'est pas une sanction administrative parce que vous avez un retard de publication. La sanction doit venir du marché, doit venir des investisseurs, doit venir des analystes, des journalistes financiers comme vous. Et pour que cette sanction vienne, il faut que les rapports soient complets. Aujourd'hui, les rapports ne sont pas complets. Et il y a une règle de base qu'il faut connaître qui est très importante, c'est la règle de comply or explain. Ça veut dire appliquer ou expliquer. Qu'est-ce qu'elle dit la circulaire? Elle dit la circulaire, il y a un certain nombre d'informations à publier. Si vous n'êtes pas en mesure d'en publier quelques-unes, ce n'est pas grave, mais expliquez pourquoi. Donnez les motifs, et c'est des motifs valables. Si vous n'arrivez pas à donner des motifs, vous êtes en non-conformité. Mais ne pas écrire des chapitres et ne pas expliquer pourquoi on ne les écrit pas, ça n'a pas de sens. Donc le jour où on aura des rapports complets, en application stricte de cette règle, les analystes financiers, les investisseurs, et surtout aujourd'hui les investisseurs étrangers, se posent beaucoup de questions sur la qualité de la gouvernance, sur un certain nombre d'aspects liés à l'environnement, au développement durable, vont sanctionner de manière indirecte ces investisseurs qui ne donnent pas toutes ces différentes informations. Il y a aussi le rôle de la notation extra-financière qui va devenir de plus en plus importante. Pour moi, c'est ça la véritable sanction. Alors si on ne publie pas un reporting extra-financier juste ou on ne fait pas assez d'efforts juste pour éviter la sanction MMC, on n'a rien compris à toute la notion de finance durable, toute la notion de valeur, on va dire, globale à créer pour toutes les parties prenantes d'une entreprise. Et c'est au marché de sanctionner, il faut le rappeler. D'ailleurs, on le voit dans les conférences financières des émetteurs, de plus en plus de questions d'analystes financiers sont posées autour de ces aspects de RSE ou de gouvernance. Donc là aussi, on voit une prise de conscience. Dernière question, Omar Amin, je profite de votre présence aujourd'hui avec nous pour la poser. Elle concerne la pratique des administrateurs indépendants. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui se met en place. Alors quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la présence des administrateurs indépendants, de leur rôle, de leur effet sur les entreprises?
Le bilan est globalement positif. Aujourd'hui, on a à peu près 153 administrateurs indépendants, dont 35% sont des femmes. Les profils sont globalement de haut niveau, bien qualifiés. Il y a encore quelques émetteurs qui n'ont pas finalisé la nomination, mais je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour le faire. Aujourd'hui, la problématique de recrutement d'administrateurs indépendants, elle est au niveau du profil recherché, parce qu'on a des entreprises cotées de différents horizons ou appelées de différents horizons, et surtout par rapport au processus d'intégration et de formation. Parce qu'un administrateur indépendant qui vient dans un conseil d'administration d'un groupe ou d'une société, il lui faut du temps pour pouvoir appréhender les différentes problématiques. Il faut surtout qu'il soit formé et sensibilisé par rapport à tout ce qui est réglementation boursière et par rapport à toutes ces obligations d'administrateur d'une société cotée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été amené il y a quelque temps de lancer une structure qu'on a appelée Ofinance Academy. C'est pour répondre aux besoins d'un certain nombre d'émetteurs qui nous ont sollicité pour faire des formations ad hoc sur mesure pour un certain nombre d'administrateurs pour accélérer ce processus d'intégration. Je pense que c'est une pratique qui va apporter beaucoup de choses à la gouvernance, et je pense aussi que les émetteurs doivent s'ouvrir à d'autres horizons. Il ne suffit pas de chercher que des profils financiers ou comptables. Je pense qu'il faut s'ouvrir à des horizons, que ce soit au niveau de RH, au niveau de la transformation digitale, du marketing, pour que ces administrateurs apportent une réelle valeur ajoutée par rapport au conseil d'administration. Et on l'a vu aussi par rapport à ce contexte de pandémie. Les conseils d'administration se sont beaucoup réunis, on a une fréquence de réunion très importante, et donc il faut sortir un peu des cercles fermés et s'ouvrir à de nouvelles compétences. Très bien. Omar Amin, associé fondateur du cabinet Ofinance. Vous venez de réaliser un panorama des pratiques de gouvernance des sociétés faisant appel public à l'épargne. On mettra le lien vers le résumé de cette étude en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.